Bonjour, bienvenue dans ce cours sur Cubase 101. Donc, un cours où vous allez apprendre plusieurs fonctions de base, quelques fonctions un peu plus avancées, mais c'est surtout un cours où on va vraiment encadrer les choses qui vont vous permettre d'être capable de créer vos propres compositions musicales à l'intérieur du logiciel séquenceur Cubase. Donc, je prends pour acquis, premièrement, que vous avez déjà installé le logiciel Cubase, qui est une étape relativement simple, honnêtement. Il suffit de mettre le CD ou du moins de démarrer le point DMG, l'exécuteur de Cubase et de suivre les étapes. Et je prends également en considération que vous savez comment connecter correctement la super clé eLicenser. Donc, on a tout simplement qu'à la connecter dans un port USB. Une fois que c'est fait, il suffit d'aller cliquer sur le petit icône de Cubase 8. La première chose qui apparaît lorsque nous démarrons Cubase, c'est évidemment une option qui peut se changer, je vais y revenir, mais la première chose qui apparaît, c'est le fameux Steinberg Hub. D'accord? Donc le Steinberg Hub, moi je trouve ça quand même vraiment intéressant. Une fenêtre qui s'ouvre et qui nous donne déjà plusieurs options. Par exemple, quel projet est-ce qu'on veut ouvrir, si on veut ouvrir des templates, et ainsi de suite. On va regarder ça ensemble. Tout d'abord, la section de gauche, une section où il y a plusieurs informations qui ont rapport vraiment avec le logiciel Cubase. Ou du moins la compagnie Steinberg, plutôt. Compagnie Steinberg qui, évidemment, fait le logiciel. Donc, si on regarde ici les news, donc c'est une section quand même intéressante pour savoir, justement, lorsqu'il y a des nouvelles fonctions ou des nouveaux updates, par exemple, qui s'offrent pour le logiciel Cubase. Donc, on n'est pas toujours obligé d'aller voir sur le site Internet ou de se faire dire par un ami si c'est une nouvelle version. Lorsqu'on ouvre Cubase, automatiquement, on se fait donner cette information-là. Quand même intéressant. Sinon, les nouveaux features, Quick Start, Advanced, donc vraiment des vidéos tutorials qui sont un petit peu plus avancées sur certains domaines. Là, vous avez probablement remarqué que mon Cubase est en anglais. Évidemment, c'est vraiment personnel à moi. Je vous recommande pas nécessairement de le mettre en anglais ou en français. Je vais tenter la plupart du temps de traduire les termes en français. Sinon, la section à droite, une section où on va décider quel projet est-ce que nous allons ouvrir à l'intérieur de Cubase. Si je vais à More, c'est là que je vais pouvoir me créer mon projet complètement vide. Et finalement, dans les sections ici, dans le milieu, on a ce qu'on appelle des templates. Donc, qu'est-ce qu'un template? Un template, c'est en fait un projet déjà créé pour vous, donc un projet où il y a déjà des pistes de créer, déjà des paramètres de configurer. Donc, vraiment, ça vous permet en fait d'économiser un peu de temps. Lorsque vous êtes, je sais pas, moi, simplement un guitariste avec une idée de riff en tête et que vous voulez l'introduire sans vous badrer à faire un beat de drums et tout ça, suffit d'ouvrir un template. On peut en ouvrir un. Donc, si on regarde ici, la section du milieu, on a 4 sections avec des catégories de templates différentes. Donc, la première, recording, donc vraiment des templates qui vont être utiles si, par exemple, on a envie d'enregistrer une guitare ou bref, n'importe quoi. On peut voir différents projets déjà commencés pour nous. Scoring, donc des partitions musicales. Des templates de production musicale, dépendamment dans quel type de style de musique est-ce qu'on veut aller. Donc, il y en a beaucoup ici qui sont répertoriés. Et finalement, des templates de mastering. Donc, on va commencer par un petit template de production musicale. Tiens, Jazz Production. Donc, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur Create. Première fenêtre qui apparaît, Set Project Folder. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là que nous allons décider à quel endroit est-ce qu'on veut que Cubase sauvegarde notre projet et que nous allons travailler. Donc, je vais le mettre sur le desktop. Je vais me créer un nouveau folder. Disons Jazz Production. Create, et automatiquement, j'ai un dossier qui vient de se créer. J'appuie sur Open. Donc, je vous recommande fortement de créer un nouveau dossier. Donc, voici maintenant le projet, le template plutôt, de Jazz Production. Donc, on voit qu'il y a déjà une piste drum de créer, donc vraiment un drum qui a déjà été créé avec du MIDI à l'intérieur. On va y revenir un peu sur l'utilité du MIDI dans Cubase. Le MIDI qui va jouer sur un beat de drum, des pistes basses, guitare, piano, donc des instruments virtuels qui sont déjà créés pour nous, déjà prêts à recevoir de l'information MIDI pour créer du son. Et finalement, plus bas ici, 3 pistes audio, si on a déjà envie d'enregistrer du vocal, de la bass, de la guitare, et ainsi de suite. Et finalement, un folder où il va y avoir des reverbs et un délai. Donc vraiment un template, projet déjà créé, on est déjà prêt à commencer une production musicale. Avant d'écouter le petit beat de drums que le template Jazz Production nous offre, il y a des choses qu'il faut vraiment s'assurer. Hein. Il y a beaucoup de chances, en fait, que si j'appuie sur Play ici, que même si Cubase démarre la lecture, que l'on n'entende absolument rien. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut juste vérifier avant et je vous recommande toujours de commencer par ces facteurs-là.
D'accord? Ça peut éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de recherches à savoir est-ce que mes fils sont bien connectés, tout ça. Donc, on commence toujours par ça. On s'assure que ces paramètres-là sont correctement configurés et ensuite de ça, on peut vraiment commencer le travail sur notre projet. La première chose très importante à vérifier, c'est la carte de son utilisée par le logiciel Cubase. Donc, on sait qu'il y a plusieurs cartes de son dans notre environnement, que ce soit la carte de son interne à l'ordinateur ou une carte de son externe qu'on s'est déjà procurée, achetée. Donc, vraiment, c'est important de dire à Cubase quelle carte de son est-ce qu'on désire utiliser. Pour ça, on va aller dans le menu Devices et Device Setup. Plusieurs onglets s'offrent à nous. Le plus important pour la carte de son sera le VST Audio System. Donc, une fois qu'on sélectionne VST Audio System, maintenant, il suffit vraiment ici, à la gauche de ASIO Driver, de choisir quelle carte de son est-ce que Cubase va utiliser pour travailler sur notre projet. Donc, vous voyez ici, j'ai quand même plusieurs possibilités. Le AirPlay, Built-in Audio. Pour ma part, je vais sélectionner Octacapture, qui est la carte de son externe que j'ai présentement de connecter à mon ordinateur. Plusieurs autres petites options, hein, je crois qu'on va faire le tour, ça peut être quand même intéressant. Tout d'abord, Release Driver when application is in background. Donc en fait, nous allons utiliser cette option-là lorsqu'on nous désirons utiliser Cubase avec d'autres logiciels en même temps. Donc ça va permettre à la carte de son d'être libérée par Cubase lorsqu'on est sur une autre application. De cette manière-là, comme j'ai dit, hein, on va pouvoir vraiment utiliser notre carte de son autant pour Cubase que pour iTunes, par exemple, et YouTube et des choses comme ça. Ensuite de ça, les latences. Input latency, output latency, le ASIO guard latency. Le concept de latence, je vais y revenir en fait. Lorsque je vais parler du buffer size, je vais revenir à la latence. Voyez vraiment ça comme un délai qui se crée dans le logiciel, d'accord? Donc un délai qui est créé par tout le processus que le logiciel fait sur l'audio. Qui va interférer vraiment entre, par exemple, un chanteur et son retour dans les écouteurs. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Donc, lorsque j'ai sélectionné la carte de son, Octacapture, il y a un sous-menu maintenant qui vient d'être créé, juste en dessous de VST Audio System, qui s'appelle également Octacapture. On va cliquer à l'intérieur. Donc, tout d'abord, ici à droite, on peut voir, là, il y a encore un rappel de la latence qui est créée. La chose la plus importante, honnêtement, dans cette fenêtre-là, c'est le Control Panel. Dans le Control Panel, c'est là qu'on va sélectionner le buffer size que l'on désire sur notre projet. Donc, qu'est-ce que le buffer size? Ça, honnêtement, le buffer size, c'est un élément très important. Ça peut donner une seconde vie à votre ordinateur. Le buffer size, en fait, c'est le principe que le CPU va travailler un petit peu d'avance sur la lecture. Lorsqu'on appuie sur Play, le CPU va commencer sa lecture avant que nous, on entende quelque chose. Donc, le CPU prend de l'avance, la lecture commence, et ce que ça va nous donner, en fait, ça comme possibilité, c'est que même si éventuellement le CPU, le processeur, commence à avoir une surcharge de travail et est incapable de continuer, notre lecture, elle, va continuer à être fluide. Donc, je récapitule, là. Donc, le CPU commence à travailler, la lecture débute, et même si le CPU arrête parce qu'elle elle a une surcharge de travail, la lecture, elle, continue. Et ensuite de ça, le CPU recommence à travailler, le CPU réarrête, mais la lecture, elle, demeure stable. Évidemment, plus notre buffer size est élevé, eh bien, plus notre CPU travaille d'avance sur la lecture. Donc, ça peut être pratique, ça. Lorsqu'on commence à avoir des projets avec au-dessus de 50 pistes, beaucoup d'instruments virtuels, beaucoup de plugins, souvent, notre CPU commence à avoir de la difficulté à travailler. Donc, d'avoir un buffer size beaucoup plus élevé, eh bien, ça peut vraiment faciliter la tâche au processeur. Donc, je pourrais le mettre à 2048. Hein. Généralement, c'est le réflexe que tout le monde aurait. Donc, si ça l'aide le CPU, pourquoi pas le mettre au maximum? Le petit problème qui survient, par contre, la latence augmente considérablement. Donc, c'est le moment, en fait, d'arriver à parler un peu de la latence. Qu'est-ce que la latence? Bien, la latence, c'est le délai qui se crée par le traitement des données à l'intérieur de Cubase. Donc, si je prends, par exemple, un chanteur qui commence à chanter à l'intérieur d'un micro, eh bien, l'audio, une fois entré à l'intérieur de Cubase, se fait traiter par le logiciel. Donc, ça prend un certain délai, ça prend un certain temps. Une fois que c'est fait, le signal audio sort de Cubase et revient aux écouteurs du chanteur. Donc, bref, le chanteur chante et il s'entend. Par contre, plus on a de latence, plus le délai va être augmenté. Donc, bref, il pourrait se trouver, là, présentement, nous avons un 100 millisecondes de latence qui est créé entre le moment où le chanteur va dire une note, va pousser une note et qu'il va s'entendre dans ses écouteurs. Honnêtement, 100 millisecondes, ça commence à être très problématique. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on ne va pas toujours travailler avec un buffer size de 2048, donc un buffer size au maximum. Donc, on va réduire le buffer size peut-être à 256. La latence se trouve à être diminuée. Et là, comme ça, vraiment, le chanteur va pouvoir chanter en même temps qu'il s'entend. Ce qui est quand même bien avec ça, hein, c'est que généralement, c'est en début de projet qu'on va faire l'enregistrement de l'audio, donc des vocales, de la guitare et ainsi de suite. En début de projet, notre CPU a toujours plus de facilité. Hein? On a moins de pistes, on a moins de plugins, on a moins d'instruments virtuels. À ce moment-là, on va toujours pouvoir travailler avec un buffer size beaucoup plus bas, ce qui va réduire la latence.
Par contre, en fin de projet, lorsqu'on est rendu à l'étape du mix, à l'étape du mastering, eh bien c'est là généralement qu'on a le plus de pistes, qu'on a le plus de plugins et de CPU. Donc là, on va se permettre en fait d'augmenter le buffer size. Et on aurait beau avoir une latence de 1 seconde, 2 secondes, tant qu'on ne fait pas d'enregistrement audio, il n'y a aucun problème à avoir de la latence. Généralement, en début de projet, on a une latence basse, en fin de projet, on a une latence élevée. Mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est ayez toujours la latence la plus basse possible sans avoir de problème avec votre CPU. Les problèmes qui pourraient survenir lorsqu'on a justement des overloads de CPU qu'on appelle, ça serait des glitches, ça serait de l'arrêt de lecture carrément du projet, des pauses dans la lecture. Donc vraiment, c'est très problématique. Ce qui fait que tant et aussi longtemps que vous n'avez pas ces bugs-là, travaillez avec le buffer size le plus faible possible. Ce qui est important de comprendre, c'est que les entrées et les sorties de la carte de son n'ont pas de lien direct, si on veut, avec le logiciel Cubase. En fait, il faut les créer. Donc, il y a un menu où on va pouvoir créer des bus, qu'on appelle, donc des liens qui vont exister entre le projet Cubase et les entrées et sorties physiques de la carte de son. Pour aller à ce menu, nous allons aller dans Devices, VST Connections. Donc, on voit ici qu'il y a quand même plusieurs onglets. Tout d'abord, l'onglet Input, ensuite l'onglet Output. Donc ça, en fait, comme j'ai mentionné, ce sera vraiment les liens entre mon projet Cubase et les entrées de la carte de son vu que je suis à Input et les sorties de la carte de son vu que je suis à Output. Donc si par exemple, j'avais une guitare qui était branchée dans l'entrée 2 et que je désire enregistrer l'audio de cette guitare, eh bien de base, il n'y aurait pas de lien entre ma guitare et le projet Cubase, d'accord? Donc je dois vraiment créer ce bus-là qui va relier l'entrée 2 de ma carte de son au logiciel Cubase. Donc, comment je m'y prends? Vous voyez que par défaut, j'en ai déjà un ici qui est créé, Stereo In 1. Je vais le supprimer. Je vais me créer un nouveau bus, Add Bus. Et si, exemple, j'avais une guitare de brancher dans l'entrée 1, eh bien, je prendrais un bus monophonique, Add Bus, et il me suffirait de sélectionner Octacapture et l'entrée 1 de Octacapture. Donc, de cette manière-là, maintenant, l'entrée 1 de l'Octacapture a un lien avec mon projet et ce lien s'appelle Mono In. Je pourrais le changer puis appeler ça par exemple Guitar Bus. Donc vous voyez maintenant, mon lien s'appelle Guitar Bus. Et si je ferme le menu VST Connections et que je clique sur une piste audio, ça ne vous inquiétez pas, hein, c'est déjà un peu plus avancé. Je vais revenir dans la leçon 3, la leçon audio. Je vais juste vous montrer présentement les liens rapides qui existent. Donc si je prends par exemple ma piste guitare, eh bien, dans l'entrée audio de la guitare, j'ai maintenant Guitar Bus, donc Git Bus que je viens tout juste de créer. Si je retourne à VST Connections, la chose la plus importante pour l'instant pour nous, c'est de créer vraiment les bus, donc les liens pour les sorties. Donc, je vais être sûr vraiment que mon projet Cubase peut avoir un lien avec les sorties de la carte de son, bref, pour qu'on puisse l'entendre. Ça, c'est un autre endroit qui a souvent des problèmes de pourquoi, lorsque j'appuie sur Play, j'entends rien. Parfois, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le logiciel Cubase et les sorties de la carte de son. Donc, je vais aller dans Output et je vais m'assurer que j'ai bel et bien un lien ici de créer. Donc, oui, j'en ai un, Stereo Out. Et Stereo Out, c'est le lien avec quelle sortie de la carte de son? En fait, si on regarde ici, Stereo Out, c'est en fait le lien avec la sortie 1 et la sortie 2 de ma carte de son. Donc, tout ce qu'il faut que je fasse à présent, c'est de brancher mes haut-parleurs dans les sorties 1 et 2 de ma carte de son. Dernier menu que je veux voir avec vous avant de débuter vraiment le travail sur un projet, c'est le Project Setup. Donc, un menu où il y a plusieurs paramètres à configurer vraiment sur notre projet avant de commencer à faire de l'enregistrement audio ou carrément des sauvegardes, des choses comme ça. Donc, je vais aller dans Project Setup. Donc, voici ma fenêtre Project Setup. Bon, regardez ici là, les sections, donc où je pourrais écrire le nom de l'auteur, le nom de la compagnie, mon projet débute à quel temps, il a une durée de combien de minutes. Honnêtement, c'est tous des paramètres quand même intéressants, mais moi, ce qui est vraiment le plus important que je veux qu'on voit ensemble, c'est vraiment dans la section ici, où on parle du sample rate et du bit resolution. Donc, le sample rate, je vais parler brièvement de ça, en fait. L'utilité d'avoir un sample rate plus élevé ou plus bas, c'est vraiment dans le contenu des hautes fréquences. Donc, plus vous avez un sample rate élevé, plus le contenu en harmonique de vos hautes fréquences sera élevé. Évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Là, je ne rentrerai pas en détail, comme je l'ai dit. Peut-être aller vous informer dans notre cours sur l'audio numérique. Beaucoup plus de détails là-dessus. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est honnêtement, à 44.1 kHz ou à 48 kHz, vous allez tout de même avoir une très, très bonne qualité professionnelle de son. Je vais le mettre à 48. Évidemment, le désavantage de ça, parce que là, on pourrait être poussé à vouloir le mettre à 192, pourquoi pas, hein, c'est que les fichiers audio, donc nos waves qu'on va enregistrer dans Cubase, vont avoir un poids beaucoup plus élevé. Ça peut commencer à nous faire des projets beaucoup trop volumineux, beaucoup trop lourds pour notre disque dur. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Je vous dis qu'à 48, généralement, on a vraiment une qualité professionnelle, il n'y a aucun problème avec ça. Le bit resolution, maintenant,
Donc, la résolution va vraiment faire varier le rapport signal-bruit de nos enregistrements audio. En d'autres mots, plus notre résolution va être élevée, moins il va y avoir de bruit de fond à l'intérieur de nos enregistrements. Donc, encore une fois, on a plusieurs options, 16 bits, 24 bits, 32 bits. C'est le même problème que le sample rate. Hein? Plus on met une résolution élevée, plus notre fichier WAV va être élevé également. Donc, plus ça va prendre d'espace sur le disque dur. Moi, pour ma part, personnellement, ce que je préfère, c'est d'avoir ça en 24 bits. Donc, 48, 24, je vais avoir un projet vraiment de qualité professionnelle, mais évidemment avec des fichiers WAV un petit peu plus volumineux que si j'étais resté à 44.1 et 16 bits. Donc, maintenant que les paramètres sont correctement configurés, maintenant qu'on a choisi la carte de son, que les sorties de la carte de son ont un lien avec le logiciel Cubase, que nous avons bien sélectionné le sample rate, le bit resolution, nous devrions être prêts à écouter le petit beat de drums que Cubase nous offre à l'intérieur du template Jazz Production. Et ensuite, si je décidais carrément de jouer d'un instrument virtuel que j'ai devant moi, comme par exemple la bass, il suffirait de cliquer sur la bass. Si j'ai le goût de l'enregistrer, donc, mon enregistrement est fait, ça loupe. Voilà, mon enregistrement est fait. Donc, j'ai eu un drum jazz, j'ai mis une petite bass qui l'accompagnait. Donc, notre projet est commencé. L'étape la plus importante, une fois justement qu'on a commencé, même je vous aurais recommandé de faire ça un petit peu avant, c'est la sauvegarde. Donc, comment on fait pour sauvegarder dans Cubase? C'est assez simple. File, Save. Le raccourci, commande S. Donc, je sauvegarde. Et là, justement, on a beau avoir mentionné au début du projet à quel endroit est-ce que nous voulions que Cubase sauvegarde le projet sur le disque dur. Maintenant, on doit lui dire le .cpr, donc le fichier en fait qui va servir à emmagasiner toute l'information du projet. À quel endroit est-ce que nous voulons sauvegarder? C'est assez simple. Par défaut, il va nous donner la possibilité de sauvegarder dans le dossier que nous avons créé au début du projet. Donc, je vous recommande évidemment de sauvegarder à cet emplacement. Donc, nous allons appeler ça Jazz Production. Nous sauvegardons, et voilà, la sauvegarde est complétée. Ce qui est vraiment important de mentionner maintenant, hein, c'est qu'une fois justement que la sauvegarde est faite, je réduis mon projet Cubase. Donc, regardez ici, Jazz Production, j'ai un dossier justement qui est créé, et à l'intérieur, j'ai plusieurs dossiers et fichiers. Donc, si je désire prendre mon projet Cubase, de le mettre sur une clé USB et ensuite de ça, de me déplacer, d'aller par exemple chez un ami ou d'aller dans un autre ordinateur, ce que je dois prendre, ce n'est pas seulement que le .cpr, mais bien le dossier au complet. Dans le dossier au complet, nous retrouvons un dossier audio, donc où nous allons retrouver en fait tout l'audio que nous avons enregistré ou que nous avons importé dans notre projet. Donc, le dossier image, à l'intérieur du dossier image, on a différents fichiers qui vont tout simplement servir pour faciliter la reconstruction visuelle du fichier WAV à l'intérieur du projet Cubase. Sinon, j'ai mon .cpr, qui se trouve être carrément mon projet Cubase, et deux fichiers .back, donc des fichiers backup. Donc là, j'ai sauvegardé, j'ai fait un commande S, j'ai pu sauvegarder. Ce qui est vraiment intéressant à l'intérieur de Cubase, c'est qu'on a la possibilité d'activer une fonction qui va sauvegarder pour nous à chaque 15 minutes, 10 minutes. En fait, ça dépend vraiment de nous. D'accord? Ça peut être très pratique, ça, parce que oui, éventuellement, il faut avoir le réflexe de toujours sauvegarder, de toujours faire le raccourci commande S pour sauvegarder justement notre projet. Ça peut arriver, en fait, hein, qu'on oublie pendant une demi-heure de ne pas sauvegarder et que notre ordinateur ou que notre Cubase lâche sans aucune raison apparente et qu'on va perdre absolument toutes les données que nous avons créées depuis notre dernière sauvegarde. Donc, ça peut être très fâchant, ça peut être très problématique, ce qui fait que Cubase nous donne la possibilité, en fait, de sauvegarder pour nous à chaque, comme j'ai dit, à chaque 10 minutes ou à chaque 15 minutes. Comment on fait pour justement activer cette fonction-là? Ça sera dans Cubase Préférences. D'accord? Donc, dans les préférences de Cubase. Je n'ai pas encore parlé de ce menu-là, mais vous allez voir que durant toutes les leçons, je vais souvent y retourner pour vous mentionner comment activer telle ou telle préférence, justement. C'est vraiment là un endroit où on peut avoir accès à absolument toutes les préférences, tous les paramètres du logiciel Cubase. Donc, pour ma part, moi, ce que je voulais, c'était activer les auto-backups, donc les sauvegardes automatiques. Pour ça, je dois aller dans le menu Général, ici, et activer le petit onglet Autosave. Et nous allons choisir à cet endroit le délai, en fait, l'intervalle qu'il va y avoir entre chaque backup, entre chaque sauvegarde automatique que le logiciel va faire pour nous.
Dernière petite chose, si je retourne ici à Préférences, vous voyez, il y a un autre raccourci, le commande virgule pour ouvrir Préférences. Et je vous avais mentionné qu'il y a un endroit dans Cubase où c'est possible, en fait, d'avoir accès, disons, à toutes les commandes, à tous les menus et de créer nous-mêmes nos propres raccourcis. Donc, c'est dans File, Key Commons. Donc, vous voyez, à l'intérieur de Key Commons, on a une belle fenêtre ici avec absolument toutes les commandes et tous les accès aux menus possibles à l'intérieur de Cubase. Donc, il suffirait, par exemple, de prendre, j'en prends un au hasard, là, vraiment Process, Fade Out. Et vous voyez, Fade Out, il n'y a aucun raccourci présentement de créer pour cette commande. Donc, il suffirait de cliquer sur cette petite espace, de faire, je ne sais pas moi, commande Shift F. Nous ferions Assign, et maintenant, commande Shift F nous permettrait de faire des fade-out à des fichiers audio. Donc vraiment, toutes les commandes, tous les accès au menu sont disponibles et nous pouvons créer nos propres raccourcis. C'est quand même très intéressant, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de logiciels qui nous offrent ça.